History Secrets. La question semble simple, mais elle cache quelque chose de profond. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux? L'argent? Le pouvoir? La liberté? L'amour? Les amitiés? Les expériences? Quand tu réponds, tu penses à toi-même, à ton bonheur individuel. Mais cette façon de penser est plus récente qu'il n'y paraît. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, le bonheur n'était pas une expérience isolée. Il était collectif. Tu ne pouvais pas être heureux seul. Si ta communauté souffrait, ta joie dépendait du bien-être autour de toi. Famille, voisins, groupe, le bonheur était partagé. Cela change complètement la logique. Aujourd'hui, quand quelqu'un acquiert de la richesse, la première réaction est de préserver, garder, investir, accumuler. Mais dans le passé, la logique était différente. Quand quelqu'un prospérait, le premier réflexe était de distribuer, célébrer avec tous, transformer la richesse en connexion. Et ce n'était pas une exception, c'était la règle. Imagine trouver de la richesse de manière inattendue. Aujourd'hui, tu penserais à protéger, garantir l'avenir, planifier. Mais auparavant, la réponse était immédiate. Organiser un grand banquet, partager avec tous, parce que la valeur ne résidait pas dans ce que tu possédais, mais dans la façon dont cela impactait les autres. La réputation ne venait pas de l'accumulation, mais de la générosité. Ce comportement n'était pas limité à une seule culture, il se répétait dans différentes sociétés. C'était un modèle humain. Parce que, dans ce contexte, bien vivre signifiait vivre ensemble, et cela révèle quelque chose d'important. L'idée d'individu, telle que nous la comprenons aujourd'hui, n'était pas centrale. Elle n'existait pratiquement pas. Et cela devient encore plus clair quand on observe les punitions. Aujourd'hui, la pire punition est la mort. Mais auparavant, c'était différent. Être expulsé, être exclu de la communauté, parce que cela signifiait tout perdre. Protection, identité, appartenance. Tu cessais d'exister socialement. Et, dans ce monde, c'était pire que mourir. Cela soulève une question inévitable. Si l'individu n'était pas le centre, qu'est-ce qu'il était? La réponse est simple. Le collectif. Et cela change complètement la manière dont nous comprenons le bonheur. Parce que le bonheur n'était pas une question de se sentir bien. C'était une question d'appartenance. Contribuer. Être reconnu. Être intégré. Mais ensuite, quelque chose a changé. Et ce changement a apporté une nouvelle manière de voir le monde. Une nouvelle structure. Une nouvelle narration. Une narration où l'individu est responsable de tout. De ses réussites. De ses échecs. De son destin. Et cela semble positif. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Pour comprendre cela, nous devons considérer deux façons différentes de voir la réalité. La première est ancienne. Dans celle-ci, l'être humain n'est pas au contrôle. Il existe des forces plus grandes. Des forces invisibles, imprévisibles, qui interviennent dans la vie. Dieu, destin, structure qui échappe à la compréhension. Dans ce modèle, tu ne contrôles pas tout. Tu réagis. Tu t'adaptes. Tu vis avec l'imprévu. La deuxième vision est moderne. Dans celle-ci, tout est explicable. Tu es le résultat de processus. Mémoire, expérience, biologie. Et donc, tu peux te contrôler toi-même. Modifier ton comportement. Corriger tes failles. Améliorer tes résultats. Dans ce modèle, le contrôle est individuel. Le destin est entre tes mains. La question semble évidente. Laquelle de ces visions est correcte? La moderne semble plus convaincante. Elle est scientifique, rationnelle, acceptée. C'est ce que nous apprenons. C'est en cela que nous croyons. Mais, et si cette certitude était trompeuse? La réponse qui paraît la plus logique n'est peut-être pas la plus vraie. Parce que ce que nous apprenons comme science n'est pas toujours neutre. Parfois c'est fonctionnel. Fonctionnel pour un système. La vision moderne dit que tu as le contrôle. Que tes problèmes sont en toi. Que tes émotions, tes pensées, tes failles
sont le résultat de ton cerveau, de ta biologie, de ton histoire, et donc, peuvent être corrigés individuellement. Mais observe l'effet de cela. Si tout est en toi, alors rien n'est à l'extérieur. Le système cesse d'être remis en question. La société cesse d'être analysée. Les structures cessent d'être responsabilisées. Et cela change tout. Parce que si le problème est individuel, la solution l'est aussi. Tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin d'agir collectivement. Tu dois seulement t'ajuster, t'adapter, te corriger. Maintenant compare cela avec la vision précédente. Dans cette vision, tu n'es pas seul. Il existe des forces externes. Il existe des structures plus grandes. Et, plus important encore, il existe le collectif. Si quelque chose ne va pas, ce n'est pas seulement toi. C'est l'environnement, c'est le contexte, c'est le système. Et cela ouvre une possibilité puissante. L'action collective. Et voici un point central. Si tu crois que tout dépend de toi, tu t'isoles. Mais si tu comprends qu'il existe des forces plus grandes, tu te connectes. Tu t'identifies aux autres, tu réalises que tu n'es pas seul. Et cela permet quelque chose que le système moderne évite. L'organisation. Parce qu'un individu isolé est facile à contrôler, mais un groupe conscient est difficile à diriger. Et c'est peut-être exactement pour cela que la narration moderne a été si renforcée. L'idée de responsabilité individuelle totale n'explique pas seulement le monde. Elle limite la manière dont tu y réagis. Maintenant pense au comportement actuel. Si quelqu'un est triste, quelle est la recommandation? Cherche une aide professionnelle. Cherche un spécialiste. Cherche une autorité. Et cela semble correct. Mais observe la conséquence. Tu transfères la responsabilité. Tu deviens dépendant. Tu commences à croire que tu ne peux pas gérer cela seul. Mais historiquement, les réponses étaient différentes. Mouvement, repos, conversation, danse, des processus naturels, en médiation constante, sans institutionnalisation permanente de l'expérience humaine. Et cela ne signifie pas rejeter le savoir, mais questionner la dépendance. Parce qu'un système qui t'enseigne que tu as toujours besoin d'une autorité ne fait pas que t'aider, il te conditionne. Et alors apparaît une inversion intéressante. La vision qui semble te donner un contrôle total peut, en pratique, t'affaiblir, parce qu'elle t'empêche de voir l'ensemble. Tandis que la vision qui semble limiter ton autonomie, en réalité, élargit ta conscience, parce qu'elle te montre le système, te montre le contexte, te montre que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Et cela change complètement la dynamique, parce que lorsque tu comprends le contexte, tu cesses d'être seulement réactif, tu deviens stratégique. Maintenant surgit une question inévitable. Si ce changement de vision n'est pas neutre, qui en bénéficie? Pourquoi remplacer une vision collective du monde par une vision individuelle? La réponse se trouve dans les faits pratiques. Quand tu crois que tu contrôles tout, tu travailles davantage. Si tu échoues, la faute est à toi. Si tu n'avances pas, la responsabilité est à toi. Alors tu t'efforces. Plus d'heures, plus d'énergie, plus de dévouement. Parce que tu crois que le résultat dépend uniquement de toi. Mais il existe une conséquence silencieuse. Tu cesses de remettre en question le système. Tu ne demandes pas si les règles sont justes. Tu n'analyses pas les structures. Tu essaies seulement de mieux t'adapter. Et cela génère quelque chose d'extrêmement précieux. Pour ceux qui sont au sommet, une productivité continue. Parce qu'au final, l'argent lui-même ne produit rien. La valeur réelle réside dans le travail humain, dans l'énergie appliquée, dans le temps investi, dans l'effort accumulé. Et pour extraire cette valeur, il est nécessaire de maintenir les personnes en mouvement, toujours en train de chercher, toujours en train d'essayer, toujours en train de se corriger. Maintenant, observe un autre effet de cette logique. Si tout dépend de toi, alors tu es seul. Si tu souffres, c'est un problème individuel. Si tu échoues, c'est un échec personnel. Et cela empêche quelque chose de fondamental. L'identification à l'autre.
Parce que, pour agir collectivement, il est nécessaire de reconnaître un problème commun. Mais si chacun croit que son problème est exclusivement le sien, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'action collective. Et sans action collective, le système reste intact, même s'il génère de l'insatisfaction, même s'il produit de la souffrance. Rien ne change, parce que chaque individu est occupé à tenter de se résoudre lui-même. Et lorsque cette tentative échoue, quelque chose de prévisible se produit. Les gens cherchent une échappatoire, distraction, divertissement, soulagement immédiat, jeu, contenu numérique, stimulation constante, tout ce qui réduit la sensation d'inconfortant, sans résoudre la cause. Et cela n'est pas accidentel, c'est fonctionnel, parce que cela maintient le cycle actif. Insatisfaction. Tentative de correction, échec, distraction, répétition. Maintenant observe un autre point critique. Qui définit ce qui est vrai dans ce système? L'autorité, spécialiste, institution, structure reconnue. Et cela crée une relation spécifique. Tu apprends à faire confiance, non pas à ta perception, mais à la validation externe. Et cela peut être utile dans certains contextes, mais cela peut aussi être dangereux, parce que cela réduit ton autonomie de jugement. Tu commences à dépendre d'interprétations toutes faites, d'explications déjà structurées. Et alors apparaît une inversion encore plus profonde. Le système ne se contente pas de définir les réponses. Il définit les questions. Il établit quels problèmes sont légitimes et lesquels doivent être ignorés. Et lorsque cela se produit, le contrôle n'a plus besoin d'être visible. Il devient structurel, intégré à la manière dont tu penses. Mais il existe une couche encore plus profonde dans cette structure. Elle ne réside pas seulement dans la manière dont tu penses. Elle réside dans la manière dont tu apprends. Et c'est ici qu'apparaît l'une des institutions les plus influentes de toutes. L'école. Pourquoi es-tu à l'école? La réponse semble évidente. Apprendre. Acquérir des connaissances. Se préparer pour l'avenir. Mais, et si ce n'était pas sa fonction principale? Observe le processus. Tu assistes à des cours. Tu lis des contenus. Tu passes des examens. Tu reçois des notes. Et ces notes commencent à définir quelque chose d'essentiel. Qui tu es à l'intérieur du système. Intelligent ou non. Capable ou limité. Prometteur ou écartable. Mais cette classification soulève un problème. Elle ne mesure pas l'apprentissage réel. Elle mesure l'adaptation au système. Parce qu'apprendre réellement ne suit pas ce format. Apprendre, historiquement, a toujours été pratique. Expérience directe. Observation. Répétition. Correction. Un apprenti observait un maître. Se trompait. Essayait à nouveau. Et, avec le temps, maîtrisait la compétence. Il n'y avait pas d'examen standardisé. Il n'y avait pas de notes. Il y avait un résultat. Maintenant compare cela avec le modèle actuel. Des années d'études. De la théorie accumulée. Des évaluations constantes. Mais peu d'expérience réelle. Et cela crée une situation curieuse. Quelqu'un peut passer des années à étudier quelque chose, sans jamais l'avoir pratiqué, et être pourtant considéré comme qualifié. Tandis que quelqu'un avec une expérience réelle, mais sans certification, peut être écarté. Ce n'est pas une erreur. C'est un filtre, un mécanisme de sélection. Parce que le système n'a pas seulement besoin de personnes qui savent faire. Il a besoin de personnes qui suivent un standard d'art, qui respectent des règles, qui acceptent des évaluations externes, qui s'adaptent à la structure. Et l'école entraîne exactement cela. Discipline, conformité, acceptation de la hiérarchie. Tu apprends à attendre des instructions, à suivre des directives, à être évalué en permanence. Et, avec le temps, cela devient naturel. Tu ne remets plus en question le processus. Tu y participes simplement. Et alors apparaît la division. Les Heige bons élèves yo. Et les yoga mauvais élèves yo. Mais cette division ne mesure pas l'intelligence réelle. Elle mesure l'adéquation au modèle. Parce que, en pratique, tout être humain est capable d'apprendre presque n'importe quoi. Avec du temps. Avec de l'orientation. Avec de la pratique. La différence ne réside pas dans la capacité. Elle réside dans l'accès et dans la méthode.
Mais le système ne fonctionne pas ainsi. Il doit classifier, séparer, orienter, décider qui occupera chaque position. Et pour cela, il a besoin d'une narration simple. Certains sont intelligents, d'autres ne le sont pas. Certains méritent d'avancer, d'autres doivent rester en arrière. Et lorsque tu crois à cela, tu acceptes ta place, sans remettre en question. Et alors nous arrivons à la question qui n'est presque jamais posée. Si l'école n'existe pas seulement pour enseigner, alors, à quoi sert-elle réellement? Observe attentivement ce qui se passe au fil des années. Tu entres jeune, sans repère, sans identité définie. Et, peu à peu, tu commences à être façonné. Tu apprends les horaires, tu apprends les règles, tu apprends à demander la permission. Tu apprends qu'il existe quelqu'un au-dessus de toi, qui évalue, juge et décide de ta valeur. Et cela se répète tous les jours, pendant des années, jusqu'à devenir normal, naturel, automatique. Tu ne le remarques même plus, mais tu as été entraîné à fonctionner à l'intérieur d'une structure, entraîné à accepter l'autorité, entraîné à rivaliser, entraîné à rechercher la validation externe, et surtout, entraîné à ne pas remettre en question le système qui t'évalue. Parce que questionner a un coût. Cela peut affecter ta note, ta réputation, tes opportunités. Alors tu apprends quelque chose d'essentiel. S'adapter est plus sûr que confronter. Et cela n'est pas enseigné directement. C'est absorbé, vécu, répété jusqu'à devenir un comportement. Maintenant pense aux résultats de tout cela. Des millions de personnes passent par ce processus, année après année, génération après génération, et en sortent avec quelque chose en commun. La même logique internalisée, la même manière d'interpréter le monde, la même relation à l'autorité. Ce n'est pas seulement de l'éducation, c'est de la standardisation, c'est de l'alignement, c'est la formation d'un comportement collectif. Et cela explique pourquoi le système reste stable, même quand il échoue, même quand il génère de l'insatisfaction. Parce que les gens ont été entraînés à continuer en son sein, pas seulement par nécessité, mais par conditionnement. Maintenant on revient à l'idée initiale. Il n'existe pas d'élève stupide. Il existe un système qui définit qui lui correspond le mieux. Si tu t'y adaptes, tu avances. Si tu ne t'y adaptes pas, tu es étiqueté. Et l'étiquette devient identité. Ok, je ne suis pas bon dans ça. Ok, je ne suis pas intelligent. Ok, ce n'est pas pour moi. Idiot. Mais ces phrases ne sont pas nées en toi. Elles ont été construites, renforcées, répétées jusqu'à sembler vraies. Et lorsque tu y crois, le système n'a plus besoin de te limiter. Tu le fais toi-même. C'est le point le plus efficace de toute structure. Quand le contrôle cesse d'être externe et devient interne. Quand tu n'as plus besoin d'être forcé. Parce que tu as déjà appris à t'ajuster. Et c'est ici que tout se connecte. L'idée d'un individu isolé. La responsabilité totale sur soi. La dépendance à la validation externe. L'acceptation des hiérarchies. Tout cela converge vers un même résultat. Le maintien du système. Non par une imposition directe, mais par une participation continue. Et, à ce stade, apparaît la question finale. Si tu as appris à jouer ce jeu, sans percevoir que tu jouais, que se passe-t-il lorsque tu en prends conscience? Quand tu prends conscience du jeu, quelque chose change. Pas dans le système, mais en toi. Parce que le système est toujours là. Les règles continuent de fonctionner. Les structures restent en place. Mais la manière dont tu te positionnes cesse d'être automatique. Tu commences à voir des schémas. Tu commences à identifier quand tu es évalué, quand tu es orienté, quand tu répètes simplement quelque chose que tu as appris. Et cela crée un petit espace, un intervalle, entre le stimulus et la réponse. Et c'est dans cet intervalle que naît la conscience. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu observes. Avant, tu acceptais. Maintenant, tu questionnes. Et cela, en soi, modifie déjà complètement la dynamique. Parce que le système fonctionne mieux quand tu ne perçois pas, quand tout semble naturel, quand tout semble inévitable. Mais quand tu vois, il perd une partie de sa force invisible. Non pas parce qu'il cesse d'exister, mais parce qu'il cesse d'être absolu. Tu commences à comprendre que les étiquettes ne sont pas des vérités définitives, que la performance ne définit pas la capacité, que l'évaluation ne définit pas l'intelligence, et qu'exister dans un système ne signifie pas être défini par lui. Cela ne te rend pas libre immédiatement, mais cela te rend moins conditionné, moins prévisible. Et c'est déjà une forme d'autonomie. Parce qu'au final,
La plus grande limitation n'est pas externe. C'est la manière dont tu interprètes ce qui est possible. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaies pas. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu recules. Mais si tu commences à remettre en question ces certitudes, de nouvelles possibilités apparaissent. Et cela change des trajectoires. Pas de manière instantanée, mais progressive, constante et silencieuse. Et peut-être que c'est cela le point le plus important. Il ne s'agit pas de tout rejeter, ni de tout accepter, mais de comprendre. Comprendre comment tu as été façonné. Comprendre comment tu penses. Comprendre pourquoi tu réagis. Parce qu'à partir de là, tu cesses d'être seulement un résultat, et tu deviens un participant conscient. Et cela transforme n'importe quel chemin. La quête pour comprendre le passé a toujours fait partie du parcours humain. Nous explorons des ruines, déchiffrons des inscriptions anciennes et enquêtons sur des récits oubliés. Chaque découverte élargit notre compréhension des civilisations qui nous ont précédés. Mais elle révèle aussi de nouvelles questions. Des questions qui continuent d'alimenter notre curiosité. Car l'histoire n'est pas seulement un récit du passé. C'est un chemin continu de découverte. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.